Merci de nous rejoindre sur Al24 News pour les pros de l'écho. Nous sommes de retour ce soir avec deux sujets d'actualité, à commencer par la crise qui secoue un géant de l'automobile en Allemagne, en l'occurrence Volkswagen, symbole de la réussite économique de l'Allemagne d'après-guerre. La marque incarne aujourd'hui la crise traversée par le modèle industriel allemand, et ce à peine quelques années après le Dieselgate. Rentabilité en berne, erreur stratégique douloureuse, transition vers l'électrique. La liste des difficultés est longue pour le premier constructeur en Europe, dont les salariés, les 14 000 salariés, quelques-uns parmi eux en Allemagne, ont lancé des actions de grève afin d'empêcher la fermeture d'usines en Allemagne, ce qui serait une première dans l'histoire de ce pionnier de l'industrie automobile mondiale. En deuxième partie d'émission, nous évoquerons brièvement la 32e édition de la foire de la production nationale algérienne qui ouvrira ses portes demain. Quel modèle pour le produit national face à la concurrence? Quels atouts et comment en faire une sérieuse alternative au service de la diversification économique du pays? Chaque semaine, les pros de l'écho s'emparent du dossier. Alors pour mener ces deux débats, ce soir, j'ai le grand plaisir d'accueillir sur mon plateau Mokhtar Chehboub. Vous êtes expert en industrie automobile, ancien directeur général, entre autres, de la SNVI. Bonsoir monsieur, merci d'avoir accepté notre invitation. À vos côtés se tiendra Monsef Bouderba, conseiller, expert international en économie. Monsieur Bouderba, bonsoir, merci également d'avoir accepté notre invitation. Je vous remercie, bonne soirée à tous les Algériens qui nous écoutent. Nazim Sini, expert agrégé d'économie à l'Université Aix-Marseille 1, nous rejoindra quant à lui dans quelques instants. Sans transition aucune, commençons ce débat avec vous. Messieurs, Volkswagen en crise, il fallait vivre pour le voir, monsieur Chehboub. Le géant automobile s'achemine doucement mais sûrement vers la fermeture de 3 usines en Allemagne selon le syndicat IG Metall. Qu'est-ce qui ne va pas ou ne va plus chez la marque allemande et comment, peut-être selon vous, en étant arrivé là? Alors je vous fais part un peu de mes résultats de ma réflexion. Oui. Je suis quand même de très près tout ce qui se passe dans le monde de l'automobile. C'est vrai que je suis plus particulièrement le secteur du véhicule industriel, mais l'automobile m'intéresse en premier lieu. Et j'avais eu accès dans les années 2000 à une étude qui prévoyait que dans les 20 années qui suivraient, 5 grands constructeurs subsisteraient dans le monde. Et cette étude avait annoncé que l'inconnu, c'était la Chine. Ils n'avaient pas assez d'éléments pour positionner la Chine par rapport à cette évolution de l'automobile. On avait considéré que Volkswagen peut aller faire partie de ces 5 grands constructeurs qui allaient subsister en Europe, plus particulièrement, ou dans l'Occident de manière générale. On exclut un peu la Chine et l'Asie. On vient de prendre connaissance un peu des dernières informations. Volkswagen est dans une situation depuis maintenant 5 ou 6 ans, juste après Covid. Ouais. D'abord Covid, après Covid, une situation très complexe. Ils sont confrontés à un problème, effectivement, de négociation, un peu sur ce qui ne s'est jamais fait, connaissant un peu la puissance du syndicat et le sérieux quand ils négocient avec les constructeurs, IG Metall, donc ils négocient d'une manière sérieuse. Cette fois-ci, ces décisions qui sont prises ou qui vont être prises, fermeture d'usines, de compression d'effectifs, 200 000 travailleurs de par le monde et 120 000 en Allemagne, 3 ou 4 usines qui vont fermer, c'est effectivement, je peux utiliser le mot, dramatique pour l'industrie de l'automobile allemande, et particulièrement quand ça touche un gros ténor de l'automobile comme Volkswagen. Merci pour cette entrée en matière, monsieur Chehboub. Monsef Bouderba, même question. Que se passe-t-il chez le premier constructeur automobile en Europe? Écoutez, M. Chehboub vient de donner un début de réponse. Je pense que le rôle de la Chine a été un petit peu négligé, effectivement.
Il y a une redistribution des cartes qui a commencé au départ avec la Corée du Sud, puisque le transfert des grandes sociétés japonaises qui se sont installées en Corée du Sud. C'est ce qu'on appelle la première relocalisation automobile, qui a suivi avec aujourd'hui la Chine et l'Inde. Permettez-moi de vous dire ce soir. Je parle toujours sous son contrôle. Je pense que les choses sont en train d'évoluer vers véritablement... D'abord, il y a deux phénomènes à retenir ce soir. Le premier, c'est la concentration, comme vient de souligner M. Cheboub, dans ce qu'on appelle le groupage des marques. Oui. Nous, en Algérie, on parle beaucoup de Stellantis, donc on s'est intéressé, depuis que l'Algérie s'est lancée dans un programme de reconstruction des usines de véhicules, on s'intéresse de plus près à ce qui se passe dans le monde automobile, et on a découvert Stellantis, qui regroupe aujourd'hui plus d'une dizaine de marques, comme vous le dites vous-même, 14 marques. Donc c'est un phénomène mondial qui est en train de se développer, non pas seulement en Europe, aux États-Unis, en Amérique latine, qui est aussi un grand constructeur comme l'Asie, de sous-traitants automobiles, pièces détachées et automobiles d'assemblage de voitures aussi. Donc, effectivement, nous observons des modifications au niveau de la répartition des parts de marché, au niveau de la répartition de l'installation de ces usines, des transferts de technologies qui sont opérés, et bien sûr la naissance de nouvelles marques en Chine qui sont en train d'aujourd'hui de se mettre un petit peu au diapason sur le plan du transfert de technologie. On assiste véritablement à la recherche et développement qui est en train de se transférer de ce qu'on appelle, comme a dit M. Cheboub, l'Occident ou le Nord, vers les pays du Sud. Donc les choses sont en train de bouger. Je pense que ce qui se passe chez Volkswagen, pour les experts, disons, qui étaient avisés, c'est un phénomène normal, parce que dans toute l'industrie, il y a ce qu'on appelle un début et une fin. Je pense que la fin en Allemagne ne veut pas dire que le groupe Volkswagen va mourir, bien au contraire. C'est peut-être un moyen de rebondir dans d'autres marchés que je viens de citer. Je pense que c'est une histoire qui commence, on attend la fin, mais laissez-moi vous dire que c'est un secteur qui est en train de subir des rebondissements intéressants que nous devons étudier en Algérie pour ne pas justement tomber dans des situations où on ne pourra pas prendre la bonne décision. Donc il faut faire attention, il faut suivre attentivement cette évolution pour pouvoir se positionner et bien sûr défendre l'intérêt général de notre économie. On va essayer d'en toucher deux mots justement sur l'expérience algérienne en fin de débat. Monsieur Cheboub, un plan prévoyant 10 milliards d'économies a été annoncé l'année dernière chez Volkswagen. Il comprend des gels d'embauche, des baisses de salaire, mais aussi des suppressions d'emplois, et c'est cela le plus important. La situation n'a pas changé depuis, alors que Monsaf Bouderba parle d'une situation qui pourrait être transitoire, à contrario de nombreux experts en Europe. Qu'en pensez-vous? Écoutez, moi, je peux attribuer en partie un peu cet échec aux lois que les Occidentaux ont créées, c'est-à-dire les lois qui touchent un peu à la protection de l'environnement. Ces lois ont fait que les constructeurs européens n'ont pas suivi d'une manière avec célérité ces lois. La preuve, c'est le problème que Volkswagen a eu avec le fameux calculateur qui était défaillant et qui donnait de mauvais résultats, qui lui valent maintenant quelques milliards d'euros de trucs. Stellantis subit le même problème avec le moteur PureTech. Le fameux 1.2 PureTech, moteur essence PureTech. Donc, recherche qui a poussé peut-être, permettez-moi, on ne va pas spéculer, mais d'aucuns disent que c'est ce qui a poussé, entre autres, le célèbre PDG du groupe Peugeot PSA a démissionné, Carlos Tavares. Mais il y a un autre élément encore plus important, c'est un peu l'évolution de l'automobile qu'on constate au niveau de la Chine et que les Européens n'ont pas pu suivre, notamment la voiture électrique. D'abord, les Chinois ont pris une avance, pas en produisant la voiture, mais en produisant la batterie. Ils sont devenus maîtres dans l'exploitation du lithium, dans la production de la batterie. Oui, du numéro 1 du lithium. Ils sont devenus incontournables. Et l'année dernière, ces 2 dernières années, des constructeurs européens ont réduit leur production parce qu'elles n'ont pas pu accéder à l'achat de batteries électriques. Donc c'est pour vous dire un peu
On crée des lois pour protéger le marché européen, on dit il n'y a plus on réduit les niveaux sonores. Et par ailleurs, on ne se rend pas compte, par ailleurs, on crée un moteur électrique qui ne fait pas de bruit, qui ne pollue pas et qui vient donc de plein pied un peu piétiner sur les marchés occidentaux, particulièrement l'Europe. Mais est-ce que Volkswagen est contrainte, condamnée à rester une marque produisant ou excellent dans la production de moteurs à carburant thermique, elle qui a une stratégie peut-être un peu difficile à mettre en place en matière d'électrique? Ce qui paraît étonnant, c'est que Volkswagen est très présent en Chine, en production, et c'est un marché qui constitue pour elle un gros marché. Et c'est étonnant qu'il n'ait pas pu suivre cette évolution dans le domaine de l'électrique, qui se fasse supplanter. Ils ont essayé de le faire, mais ils avaient pris du retard et ils ont fait beaucoup d'erreurs. C'est repris dans certains éléments pour dire qu'ils n'ont pas pu suivre le rythme qui a été imposé par les grands constructeurs chinois, notamment un constructeur qui en permanence est avancé comme étant celui qui va un peu perturber le marché européen de l'automobile et qui est en train de s'implanter en Europe. BYD en l'occurrence? BID, oui. BYD, oui. Voilà, BYD, et qui est en train. Donc, ce retard, maintenant, il le paye. Mais à mon avis, je pense que l'industrie allemande, la gouvernance allemande a les capacités pour redresser la barre. Peut-être qu'ils laisseront beaucoup de plumes, si on peut s'exprimer comme ça, mais je pense qu'ils ont toute la capacité pour rebondir. Bien sûr, ils ont été très impactés par la crise de l'Ukraine, par la crise de l'énergie, mais ils ont, à mon avis, les capacités pour rebondir. Alors le temps court ou moyen, ou peut-être même long, nous le dira. Vous avez, Monsef Boudraba, peut-être donné votre avis, mais je vais quand même vous poser la question et vous donner l'occasion de développer peut-être vos arguments là-dessus. Peut-on parler de crise existentielle selon vous? Et est-ce qu'elle symbolise en quelque sorte la fin d'un des modèles économiques qui ont fait les beaux jours de la machine industrielle allemande? Tout dépend du secteur d'activité. Vous savez, nous parlons d'automobile, de Volkswagen, bien entendu, pour l'instant. Pour le moment, les grands groupes allemands sont dans la course. Volkswagen, en Allemagne, particulièrement et dans quelques pays européens, est en train de subir des pertes. Mais le groupe... On va donner des chiffres par la suite. Oui, mais le groupe, comme a dit Sicheboub, quand même se maintient en Chine. Malgré, il y a une baisse de régime également en Chine. Je vais vous donner les chiffres par la suite également. Malgré l'impact de l'arrivée de la nouvelle technologie électrique, mais vous savez, l'électricité, il y a un problème de rivalité entre la Chine et l'Europe. Il y a eu, disons, un petit peu une frilosité, si vous permettez le terme ce soir, de la part des grands constructeurs européens en ce qui concerne l'avancée technologique sur ce plan-là, pour la simple raison que le lithium est un produit rare, un produit cher, et que les Chinois ont mis la main dessus, si vous permettez l'expression, ou se sont accaparés de plus de 80% des réserves de lithium dans le monde. C'est ça la donnée qui est importante, et c'est ce qui a freiné, je pense, cet élan de développement, de recherche et développement dans ce sens des Européens, et cette frilosité qui a fait qu'ils ont été un peu plus conservateurs et ils ont gardé leur position sur le combustible classique. Voilà. Donc en même temps, le combustible classique, ça permet aussi d'avoir un transfert de technologie sur l'aérodynamique, sur la Formule 1, sur un certain nombre de moteurs qui sont utilisés aussi par les avions, par les bateaux, par les armées, parce que l'Europe est producteur disons, d'équipements militaires. Donc la question est posée, en fait. Si vous permettez, on ne peut pas répondre à 100% en donnant un pronostic viable sur ce qui va se passer, mais la rivalité est là. 87 ans pour Volkswagen, Monsef Boudraba, sans la moindre perturbation. Oui, absolument. C'est un modèle de gestion, de dialogue social cité dans les livres aux universités en ce qui concerne l'industrie automobile, comme beaucoup de secteurs en Allemagne où il y a une pérennité au niveau de la relation travail, capital, etc.,
monde ouvrier, monde, disons, dirigeant de l'entreprise allemande. Ce sont des modèles qui sont cités régulièrement dans les conférences, dans les universités, qui sont pris comme exemple de dialogue social et d'avancée sur le plan de la recherche et développement. Bon, c'est un nouveau phénomène. La Chine s'installe avec ses gros sabots, si vous permettez, dans ce secteur. Oui. Nous allons voir qui va en sortir, disons, vainqueur à 100%, on ne sait pas. Cette histoire de lithium, c'est très avantageux aujourd'hui. Est-ce que ça le sera demain? Je ne sais pas, parce que les réserves de lithium, comme vous le savez si bien, c'est mortel, sont en train d'être captées par les Chinois et les Indiens aussi, qui sont en train de mettre le paquet. C'est un petit peu ce qui se passe quand on voit la rivalité pour les matières premières en Afrique. C'est ce qui se passe avec les avancées des positionnements des grands groupes industriels qui poussent les gouvernements chinois. D'où une stratégie à moyen long terme, si vous me permettez d'ouvrir une parenthèse, de la part de l'Algérie justement sur le contrôle des terres rares. Alors là, l'Algérie a une double casquette. Tout d'abord, faire une évaluation, disons, scientifique et qualitative de ce que nous avons et quantitative de ce que nous disposons comme réserve sur les terres rares, à Wellen, c'est-à-dire en premier lieu. Ça, il faut attirer l'attention ce soir sur ce phénomène, c'est important, parce que c'est là que la bataille va se jouer dans 10 à une vingtaine d'années. Ça va être un contrôle immédiat des ressources des terres rares, comme nous avons eu dans les années 50 et 60 sur les richesses de sous-sol. Oui. Donc là, l'Algérie a une double carte à jouer. D'abord, ses propres réserves. Ensuite, il faut se positionner en Afrique. Nous avons d'excellentes relations avec les pays africains. Et il faut encourager donc le commerce extérieur, les exportations, les échanges avec nos amis africains. Nous avons investi en Afrique. Nous avons formé l'élite. Nous avons participé alors au processus d'indépendance de beaucoup de pays riches en terres rares. Il est temps de retourner là-bas et de discuter sérieusement pour défendre l'intérêt de notre industrie, en particulier les industries de demain, c'est-à-dire là où il y a la recherche et développement, comme proposer des partenariats gagnant-gagnant à nos amis africains. Soir, oui, rapidement s'installer dans un partenariat intelligent, gagnant-gagnant, public-privé, privé-public, ça n'a aucune importance. Il faut arrêter de perdre du temps sur ce schéma qui ne représente plus rien aujourd'hui. La vitesse des capitaux, la vitesse de la recherche et développement et la rarification des terres rares, si vous permettez, comme le dit si bien le terme, il faut aller vite, s'implanter et prendre sa part du gâteau. Bien. Très bien, Monsaf Bouderba. En attendant, Nazim Sini vient de nous rejoindre. Je le rappelle, enseignant agrégé d'économie à l'Université Aix-Marseille. Bonsoir Nazim. Bonsoir Khalidine, bonsoir à mes camarades sur le plateau. Alors, vos deux prédécesseurs ont donné leur avis sur cette fameuse crise systémique qui frappe le constructeur allemand Volkswagen. Selon vous, comment en est-on arrivé là, Nazim Sini ? Écoutez, je vais tenter de ne pas être dans la redondance de ce qu'ont dit mes prédécesseurs, parce que j'ai suivi l'émission. Mais clairement, vous savez, d'abord, vous avez raison de rappeler que c'est une crise systémique et c'est surtout une crise de stratégie d'entreprise. Pourquoi ? Parce que, en fait, tous les industriels sur le continent européen ont été frappés presque subitement par cette réglementation européenne qui fixe un horizon à 2035 de l'arrêt total de la commercialisation des motorisations thermiques. Et donc, voilà, c'est-à-dire que vous imaginez qu'on a obligé quelque part les industriels à faire un revirement stratégique pratiquement à 360 degrés pour adapter cette nouvelle motorisation électrique à des outils industriels qui n'étaient pas totalement prêts. Donc, il a fallu former des équipes, il a fallu également aussi aller chercher des fournisseurs. Nous avons parlé du lithium, des terres rares, mais aussi, il ne faut pas oublier que le secteur traverse une crise d'identité parce que l'automobile a été trop souvent assimilé quelque part à l'essor du progrès technique, à la hausse du pouvoir d'achat des ménages européens. Et on est en train d'assister à un changement de paradigme, vous savez, qui est surtout arrivé avec la crise du Covid, où maintenant le consommateur européen est plus dans une optique d'usage que de possession.
C'est-à-dire que d'ailleurs on le voit aujourd'hui, les Européens achètent de moins en moins de véhicules neufs, et ont aussi des familles de moins en moins nombreuses, donc il n'y a qu'à voir les modèles qui sont commercialisés. Nous sommes moins dans la construction, par exemple, des véhicules 7 places, mais plutôt des véhicules 5 places, voire beaucoup SUV, moins. Exactement, compact, SUV, etc. Et puis vous avez aussi le réchauffement climatique, donc il y a une tendance populaire au sein de certaines sociétés occidentales qui font la guerre aux véhicules polluants. Et tous ces éléments-là mis bout à bout font qu'aujourd'hui, le secteur automobile traverse une crise existentielle. Et en particulier Volkswagen. En plus de ça, n'oubliez pas aussi que cette industrie est énergivore. Ouais. Et quel est l'élément qui s'est déroulé en 2022 qui a complètement laminé l'industrie automobile? La guerre russo-ukrainienne qui a coupé l'industrie allemande d'un apport énergétique qui était vital pour justement soutenir la vigueur de la reprise post-Covid. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, ce groupe-là traverse une véritable crise. D'ailleurs, il suffit de voir les chiffres publiés, qui sont publics, de Volkswagen. Les marges plafonnent entre 3 et 6%. Donc vous imaginez, c'est très faible, contrairement à d'autres constructeurs, notamment japonais ou autres, qui sont aux alentours de 10%. De toute manière, vous savez, les gains de productivité dans ce type d'industrie sont extrêmement faibles. Ça se joue à la marge. C'est pour ça que la plupart des industriels tentent des délocalisations, mais même en délocalisant, on se rend compte qu'aujourd'hui, que les coûts de revient sont élevés. Il y a une concurrence qui est de plus en plus féroce, surtout depuis l'émergence de l'industrie chinoise. Juste pour rappel, vous savez que BYD, le constructeur chinois de véhicules électriques, est devenu pour la première fois de l'histoire le premier fabricant de voitures électriques devant Tesla. Oui. Donc là, vous voyez qu'on est face à un bouleversement historique, stratégique, également économique. Et la véritable question, c'est de se dire comment le groupe Volkswagen, aujourd'hui, va pouvoir mobiliser ses forces autour d'un projet pour pouvoir se relancer lors de la prochaine décennie. Alors, un bras de fer est lancé entre la marque et ses salariés qui brandissent la menace de la grève. Des négociations sont en cours depuis plusieurs jours. Je vous propose justement de revenir sur quelques déclarations des principaux dirigeants des syndicats de Volkswagen avant de revenir au débat. Chers collègues, ce sont des conditions très difficiles. Malheureusement, nous avons affaire à une direction qui n'a d'autre choix que de trouver une solution à cette situation désastreuse qui consisterait à mettre des milliers de collègues à la rue, à fermer des usines et à rendre des régions entières insécurisées. Chers collègues, nous disons très clairement que nous ne nous laisserons pas faire. À l'approche de ce 5e cycle de négociations, il est clair que nous sommes encore très éloignés des questions clés. Le fait est qu'il est urgent d'agir. Nous ne devons plus laisser passer le temps. Il s'agit de Volkswagen, de notre avenir et nous devons le garantir maintenant, ce qui devrait être dans l'intérêt de toutes les parties prenantes. Pour y parvenir, nous devons trouver de nouveaux potentiels financiers qui conduiront à une réduction durable des coûts. C'est tout à fait réalisable car c'est la seule manière d'investir dans nos futurs produits, dont le succès garantira nos emplois. Bien sûr, nous disons clairement que si les choses n'avancent pas maintenant dans les limites de nos lignes rouges que nous avons très clairement et massivement énoncées dès le début, pas de fermeture de sites, pas de licenciement massif et pas de baisse des salaires mensuels des employés. Si aucun progrès n'est réalisé maintenant, je suis très sûre que si IG Metall appelle à de nouvelles mesures d'escalade, le personnel les soutiendra. Nazim Sini, le ton est donné de la part des syndicats qui ne veulent pas reculer justement par rapport à leurs revendications. Le PDG de Volkswagen, Olivier Blume, ne cesse quant à lui de marteler que les coûts du constructeur sont trop élevés. Les marges bénéficiaires de sa marque historique, qui représente un peu plus de la moitié des ventes, sont trop faibles. Quelles peuvent en être les raisons selon vous, hormis celles que nous avons déjà expliquées ? Non, déjà, ça vous montre, Redden, qu'aujourd'hui, il y a un véritable problème de compétitivité des usines allemandes. Et effectivement, on est face à une équation à 3 inconnus. Aujourd'hui, c'est comment on peut concilier hausse des salaires pour les salariés,
gain de compétitivité et donc hausse du chiffre d'affaires et des marges bénéficiaires pour le constructeur, tout en pouvant se projeter sur la scène internationale avec des constructeurs chinois qui sont de plus en plus agressifs, qui pratiquent le dumping également. Et là, il y a encore une fois, comme je le dis, une crise existentielle. Oui. C'est que la plupart aujourd'hui des salariés du groupe voient que les actionnaires continuent, il y a des versements de dividendes qui continuent à être versés aux actionnaires. Et il y a également les salaires du directoire de Volkswagen qui augmentent. Et donc, si vous voulez, il y a une sorte, on va dire, de confrontation comme ça, presque une lutte de classe entre les salariés et le top management du groupe. Et ce qui fait que les salariés à qui on a demandé des efforts déjà en 2018, en 2019 et même pendant la crise Covid, aujourd'hui arrivent au bout de leurs limites et réclament à l'entreprise plus d'augmentation. Le problème, c'est que si vous cédez à ces augmentations, vous allez davantage gréver justement le chiffre d'affaires et les marges bénéficiaires qui sont très faibles du groupe. Donc pour moi, il va falloir un véritable, il va falloir trouver des points de convergence et un compromis. Parce que aujourd'hui, clairement, ce qui est mis sur la table, c'est une menace pure et simple de fermeture d'usines et de perte d'emplois secs. Donc, ce qui fait que il va falloir, je pense, mettre sur la table un dialogue social un peu plus renforcé, faire prendre conscience aux salariés que le groupe vit une véritable crise, et puis surtout, à mon avis, à mon sens, c'est qu'il va falloir aussi donner des gages, notamment sur le maintien des emplois, le maintien des usines. Pourquoi pas également faire un geste envers les salariés, en remettant en place le 13e mois ou des primes exceptionnelles, mais également avec des gestes très symboliques, en diminuant tout simplement le salaire des dirigeants, même si ça peut paraître démagogique. Mais aujourd'hui, vous avez une telle rupture entre les salariés et la direction qu'il est très difficile aujourd'hui de se projeter dans l'avenir du groupe, parce que je vous ai dit encore une fois, c'est la pire crise depuis l'existence de l'entreprise. Merci Nazim Sini. Le débat se poursuit dans les pros de l'écho, juste après une courte pause. Restez avec De retour sur le plateau des pros de l'écho. Madame, monsieur, si vous venez de nous rejoindre, sachez que nous parlons ce soir de la crise qui secoue le géant de l'automobile allemand Volkswagen. Monsieur Scherboub, produire en Allemagne dans les 10 usines du groupe basées en Allemagne coûte souvent plus de 2 fois plus que la moyenne des sites européens. Dixit, le patron du groupe Olivier Blume, est-ce lié principalement à la hausse des coûts de l'énergie, justement, selon vous? Je ne pense pas que ce soit seulement lié à la hausse des coûts de l'énergie. Rappelons que l'Allemagne dépendait de 45% des approvisionnements en gaz de la Russie. De la Russie. À mon avis, il y a un autre phénomène qui a touché l'industrie, et particulièrement peut-être Volkswagen, parce que je connais un autre exemple qui a failli aussi disparaître par rapport à ce que vous évoquez, c'est le transfert des managements d'industriels, qui étaient tenus par des industriels, qui suivaient d'une manière très attentive tout ce qui se passait de par le monde, en matière d'innovation, d'évolution, etc., à un management de financiers. Financier, c'est d'abord les profits qui l'intéressent. Fiat, le groupe FSA a failli disparaître, si ce n'est la prise de conscience d'un des Agnelli qui a repris les choses en main et qui a renommé des industriels. Et FCA, avant d'être reprise par le groupe Stellantis, était une entreprise qui commençait à dégager des profits. Donc je pense qu'il y a aussi cet aspect-là. On n'a plus un peu les entrepreneurs de l'époque qui suivaient, qui prenaient des initiatives. C'est aussi des grands conseils d'administration, des débats à ne pas en finir. C'est ce qui a fait peut-être que ce retard, ce qui a fait que les Asiatiques ont distancié un peu ce qui se fait au niveau de l'Europe. Deuxième aspect, c'est contrairement à ce qu'on peut penser, à mon avis, j'ai visité plusieurs entreprises et industries chinoises, et il y a de la productivité dans les entreprises chinoises. Et un double, je suis parti visiter des entreprises délocalisées en Inde, entre Hyundai, Suzuki, etc., et il y a de la productivité. Et elle n'a rien à voir avec ce qu'on voit en Europe. Bien sûr, peut-être sur le plan social, il y a des écarts. Mais quand même, c'est des entreprises qui prospèrent et qui continuent à menacer tout ce qui existe
dans leur domaine de par le monde. Monsaf Bouderba, alors je vous ai promis de vous donner des chiffres. Oui. Nous y voici. La marque principale Volkswagen a produit l'année dernière 2,52 millions de véhicules avec 200 000 salariés dans le monde, dont 120 000 rien qu'en Allemagne. À titre de comparaison, le rival japonais Toyota en a fabriqué près de 4 fois plus sous sa marque, soit 9,5 millions, près de 10 millions d'unités, avec à peine 2 fois plus de salariés. La marge bénéficiaire de Volkswagen à 4,1% en 2023 est bien en dessous de celle de ses principaux rivaux. Elle a chuté à 2% sur les 9 premiers mois de 2024. Comment rester compétitif face à une concurrence aussi féroce dans ce secteur en réalisant des chiffres aussi insuffisants pour Volkswagen? Bien, tout d'abord, laissez-moi vous dire que Volkswagen a été le premier groupe qui a fait des relocalisations au début des années 60. Ouais. Bien avant les véhicules japonais qui sont allés en Corée et maintenant en Inde. Donc, c'est un phénomène qui a bien commencé, mais ensuite qui a fait des délocalisations, oui. Pardon, et pas des relocalisations. Oui, ou délocalisations oui. À l'époque. En fait, c'est ça. Juste après la guerre, ils ont commencé la reconstruction de l'Allemagne. Et ils ont visé, justement, comme vient de dire aussi Chaboub, la rentabilité, les profits, le côté financier qui a pris un petit peu le dessus. Donc, ils se sont dirigés vers ce qu'on appelle les pays émergents, aujourd'hui, comme le Brésil, l'Afrique du Sud, oui. Le Nigeria, l'Argentine. Volkswagen a réussi au Brésil. Oui, bien sûr, c'est un success story, au Mexique aussi. Ils ont fait des grands projets avec des partenaires mexicains et brésiliens. On se rappelle des fameux véhicules Volkswagen oui, qui provenaient en Algérie, de la fameuse Volkswagen Palio, pas Palio, j'ai oublié la référence, mais il y avait un véhicule Volkswagen qu'on importait au Brésil, la Passat également brésilienne. Oui, nous-mêmes on a été clients chez eux, donc le problème ne se pose pas. C'était des véhicules qui étaient aux normes Volkswagen, aux normes internationales. Donc, disons, la norme qualitative était respectée, etc. Donc, Volkswagen avait pris déjà un peu d'avance au départ. Ensuite, quand on prend de l'avance comme ça et qu'on a une rentabilité excédentaire pendant une longue période, on a tendance un petit peu à s'endormir, surtout quand la recherche et développement se met en place et surtout quand on subit les différentes crises énergétiques, le choc de 73, le choc pétrolier, 86, etc. Maintenant, c'est le troisième choc avec la guerre de l'Ukraine. Effectivement, ça laisse des dégâts dans ce qu'on appelle les grosses cylindrées de la manufacture européenne qui se retrouvent aujourd'hui devant un dilemme, un virage à prendre, où est-ce qu'on continue à fonctionner avec les anciens schémas ou alors on délocalise une deuxième fois et puis on change le mindset de la production du véhicule en lui-même. Donc, est-ce que cela pourrait justement remettre en question le fameux modèle industriel basé sur le process avec un grand P de l'automobile, messieurs, qui est celui de la chaîne de montage? Je ne pense pas. Je termine rapidement et je vous laisse la parole, si Mortar. Je ne pense pas. Il va y avoir des modifications. La chaîne de montage doit faire l'objet d'un lifting, probablement, parce que là, il y a la gestion des coûts qui va se poser. Mais ce qui est important de souligner ce soir, c'est que les salaires en Allemagne sont quand même 3 fois les salaires en moyenne européens. Attention, ça c'est une donnée qu'on n'a pas soulevée ce soir. Un ouvrier allemand, je parle sous votre contrôle, que vous connaissez bien le marché allemand, gagne 3 fois plus qu'un ouvrier français, anglais ou espagnol ou portugais ou italien, qui sont aussi des grands constructeurs de véhicules européens. Donc c'est vrai que quand on traverse une crise de mévente et de recul technologique, la partie salaire prend le dessus et ça vous laisse bien sûr une situation de trésorerie un peu fragilisée. Donc je pense que c'est un groupe qui va subir de grandes transformations sur le plan social, sur le plan organisationnel et bien sûr sur les objectifs. Le business plan va totalement changer. Mortar Chaboub. Mais 2 aspects que je voudrais vous évoquer. Il y a un aspect industriel. Je suis industriel, je l'ai été. Je raisonne toujours en industriel. Quand on analyse un peu les activités générées par
une industrie automobile qui utilise toujours le moteur thermique, Oui. la boîte de vitesse mécanique, etc., par rapport à une industrie de l'automobile qui passe à l'électrique, vous savez, à mon avis, c'est 40% de la valeur ajoutée de l'usine qui disparaît. Ouais. On ne produit plus de moteur, on achète un moteur électrique parce qu'on ne sait pas le produire, on n'a pas les éléments. On ne produit sous-traite, plus en fait. de... Hein, On sous-traite. on sous-traite, voilà. Ouais. Mais c'est au détriment Oui, c'est à l'extérieur. de pans entiers de votre industrie. Exactement. Bon. J'ai vu certains chiffres où Volkswagen envisage d'augmenter les parts du tout électrique Oui. dans sa production. Est-ce que ce n'est pas déjà trop tard? Comment ils vont s'y prendre? On ne sait pas. Et moi, je vous renvoie vers l'expérience de Toyota que vous avez évoquée tout à l'heure, où on donne des chiffres qui sont nettement plus bénéfiques, si je peux m'exprimer comme Oui. ça. Toyota toujours pratiquement Toyota peut-être quelques années. a privilégié l'hybride. Oui. Et on maintient un mixte entre le thermique et Premier l'électrique constructeur et au monde, continue hein, on le rappelle. à évoluer. Parfois devant ou juste après Tesla. C'est le mix Ils n'ont pas du tout électrique. L'essentiel de leur type, c'est de l'hybride. Oui. Et l'hybride est en train de conquérir pas mal de pays. Tous les taxis des grandes capitales européennes Oui. sont en hybride. Oui. Toyota, on le retrouve partout. Avec la Ça, fameuse c'est Prius. peut-être, Success story de Toyota. à mon avis, c'est peut-être aussi un problème, une erreur stratégique de la part de ces grands constructeurs occidentaux qui ont occulté un peu ce qui se faisait par ailleurs, qui n'ont pas suivi d'une manière avec beaucoup de célérité ce qui se fait en Chine, en Inde par exemple, et par ailleurs dans certains autres pays d'Asie, en Corée. Ben, il y a une prudence au niveau des investissements. Permettez-moi juste de demander l'opinion de Nazim Sini avant de revenir vers vous, Bonsaf Bouderba. Peut-être un mot, un commentaire sur ce que mes deux compères ici sur le plateau ont dit par rapport à ce modèle, justement, ce modèle estampillé Volkswagen. Je posais également la question peut-être de ce modèle de la chaîne de montage qui pèse lourd sur la trésorerie de Volkswagen lorsque vous avez l'intelligence artificielle qui pointe le bout de son nez. Est-ce que vous allez continuer à payer peut-être un salarié pour installer un phare, un autre pour installer une portière, ainsi de suite, Nazim Sini? Non, totalement. Et puis, vous savez, c'est un sujet qu'on a sur le plateau qui est extrêmement passionnant parce que là, on assiste à un fait historique dans l'histoire industrielle allemande et même mondiale. Je tenais juste à rappeler, Khalden, si vous me permettez, c'est que d'abord, Volkswagen, c'est un groupe multimarque. Donc, c'est très difficile de faire cohabiter des Skoda, des Seat, des Volkswagen, des Audi, des Porsche. Bonsaf Bouderba y a fait justement allusion au début d'émission. Cette clusterisation du secteur de l'automobile. Exactement, comparativement à Toyota qui lui est focus sur sa propre marque, etc. Et puis il faut aussi rappeler que le coût horaire en Allemagne est 3 à 4 fois supérieur que ce que vous pouvez trouver dans les économies émergentes comme le Brésil ou l'Inde. Et il faut aussi rappeler que ce qui a détricoté et détruit quelque part de la valeur dans l'industrie allemande, et plus particulièrement automobile, c'est les normes environnementales qui sont de plus en plus draconiennes et qui poussent les constructeurs à chaque fois à investir massivement dans des outils de production qui ne sont plus adaptés en l'espace de 3 ou 4 ans. Et c'est pour ça que votre question, elle est très pertinente. Il faut voir, est-ce que le just-in-time, c'est-à-dire la fabrication, le GAT qui a été d'abord lancé par les constructeurs japonais et asiatiques, est-ce qu'aujourd'hui, c'est un système de production qui est adapté à l'ère actuelle. Surtout qu'il faut aussi, Khalden, partir des besoins du marché. Est-ce qu'aujourd'hui, le marché automobile est réceptif, c'est-à-dire les clients? Les clients aujourd'hui, comme je vous l'ai rappelé en début d'émission, il y a un véritable changement de paradigme. D'abord, ils ont été face à une inflation qui a laminé leur pouvoir d'achat et qui aujourd'hui font de l'automobile un achat secondaire. Ce n'est plus un achat prioritaire comme c'était le cas il y a 20 ou 30 ans. Et aussi autre chose, c'est que vous avez maintenant des nouvelles types d'industries, ce qu'on appelle les gigafactories, qui permettent de compresser les coûts au maximum, et ce qui n'est pas le cas des usines allemandes. En fait, la force de l'Allemagne pendant des années, ça a été d'avoir des usines à taille humaine, des PME, des ETI, etc., qui pouvaient fabriquer rapidement et en très grande quantité. Et aujourd'hui, ce modèle-là est complètement remis à plat. Et il ne faut pas oublier aussi que l'une des raisons qui explique la hausse des coûts, c'est que la fabrication d'un véhicule nécessite environ 500 à 600 fournisseurs.
Donc vous avez aussi des sous-traitants dans le câblage électrique, dans les pneus, dans les portières, enfin même des systèmes électroniques, etc. Et ces fournisseurs ont eux aussi subi des hausses de coûts qu'ils ont répercutés in fine à Volkswagen. Et tous ces éléments-là, nous donnent quoi comme enseignement? C'est qu'aujourd'hui, le groupe a fait 3 erreurs. D'abord, une erreur de stratégie. Donc, je pense qu'ils n'ont pas su anticiper les changements de tendance du marché. Une deuxième erreur, c'est qu'ils ont été rivés, et j'ai beaucoup aimé ce qu'ont dit mes camarades sur le plateau, sur des indicateurs financiers, au lieu d'être rivés sur des indicateurs industriels et d'innovation. Et la troisième erreur, c'est qu'ils n'ont pas su écouter la grogne qui montait des salariés et qui aujourd'hui leur a complètement explosé à la figure. Et c'est déjà trop tard pour tenter de calmer les choses. Monsaf Boudelba. En fait, la stratégie, je rejoins un petit peu ce que vient de dire M. Seni. Effectivement, il y a une erreur de stratégie où je pense que c'est une erreur d'évaluation de la stratégie. Parce que la stratégie, elle est basée chez Ford, enfin chez Volkswagen, chez Ford, ou les grands groupes comme ça qui sont installés en Allemagne, Mercedes, sur le carnet de commandes. Il y a des diagnostics stratégiques qui sont faits par rapport à ça. Non, mais c'est le carnet de commandes qui permet de faire des projections. Si vous avez un carnet de commandes bien rempli, c'était le cas pendant un quart de siècle chez Volkswagen. Le carnet de commandes, je vous raconte ça parce que quand on allait commander, nous, une Volkswagen en France, je dis bien en France, c'est-à-dire un pays de transit du produit allemand, il fallait attendre 6 mois. Donc ça veut dire que le carnet de commandes en lui-même, il était bien rempli. Je parle sous votre contrôle. Bon, là, c'est une situation aujourd'hui où le carnet de commandes est en train de s'effricher, si vous permettez le terme. Et là, bien sûr, c'est là qu'apparaissent toutes les insuffisances. L'insuffisance que nous avons signalée tout à l'heure, c'est-à-dire le prix de revient au niveau des salaires qui est 3 fois supérieur à la moyenne en Europe, ça c'est le coût de revient donc qui est impliqué. Le problème de l'alimentation en énergie, la sécurisation de l'énergie pour l'Allemagne en tant que pays tout entier, attention, pas uniquement pour tel ou tel secteur d'activité, et bien sûr ce que vient de dire Sini, l'erreur de stratégie sur la diversification dans la recherche et développement qui aurait permis donc à ce groupe, Volkswagen, qui est un groupe mondial solide, de faire le passage à témoin, si vous permettez l'expression, et qu'il y a eu un raté. Ils ont pris un mauvais virage, particulièrement depuis maintenant 6 mois, c'est maintenant qu'on ressent un petit peu l'après-Ukraine et l'après-Covid. Attention, ce sont deux grandes multi-crises qui se sont abattues sur le continent européen et qui ont véritablement secoué tous les grands groupes industriels, pas uniquement dans l'industrie automobile. Donc je pense que Volkswagen va faire son examen de situation, va faire son bilan, va prendre les mesures qu'il faut prendre. Moi, personnellement, je suis un peu optimiste parce que je connais la capacité de l'industrie allemande. Nous qui sommes dans notre confédération patronale, il y a beaucoup de nos confrères qui utilisent des fournisseurs allemands. Ce sont des gens qui travaillent d'une manière scientifique, qui ont les pieds sur terre et surtout qui répondent quand il y a une erreur de stratégie, comme vient de souligner M. Sini. Ils ont tout de suite, ils font appel à des experts, ils étudient bien le problème, ils diagnostiquent l'insuffisance et croyez-moi qu'ils vont y remédier. Maintenant, le remède, on ne le connaît pas. Il va y avoir sûrement une partie douloureuse de la solution. Voilà, ils vont y remédier peut-être en supprimant des postes qui probablement, il y aura une solution. Oui, il y aura peut-être une solution sociale, un prix à payer, je pense. Mais laissez-moi vous dire que, connaissant les Allemands depuis maintenant une vingtaine d'années qu'on les pratique dans notre secteur d'activité dans la machinerie industrielle, je parle, M. Mortar est là aussi, il connaît très bien la mentalité allemande, je pense qu'une réponse à ce problème va être rapidement trouvée. Très bien, merci messieurs. Voilà qui vient clore ce premier débat consacré justement à la crise qui secoue le constructeur allemand Volkswagen. Parlons à présent de cette 32e foire de la production nationale qui ouvrira ses portes en cette fin de semaine. Monsaf Boudelba, Mortar Chehaboub, mais je vais commencer par vous, Mortar Chehaboub. Est-ce que aujourd'hui la stratégie de promotion
de la production nationale est l'unique alternative pour une diversification économique algérienne qui devient inéluctable. Écoutez, moi, d'abord, en tant que chef d'entreprise, j'ai toujours participé à toutes les foires de production nationale et c'était pour nous une vitrine, une bonne vitrine, qui donc nous permettait non seulement de présenter nos produits, nos innovations, mais aussi d'être en relation avec aussi bien nos partenaires clients et nos partenaires sous-traitants. Très important. Ça, toujours, pendant l'année, une période qui est très bénéfique pour l'entreprise. Pour soigner son réseau. Voilà. Mais je crois que les choses sont en train d'évoluer. La foire de la production nationale, bien qu'elle existe et que les gens continuent, maintenant, elle est, comment dire, si on veut dire ça comme ça, concurrencée par des salons spécialisés qui aujourd'hui, il y a le salon de l'automobile, le salon des machines agricoles, le salon de l'agriculture, le salon. On s'achemine maintenant vers l'organisation de salons spécialisés puisqu'on cible là l'utilisateur, le professionnel. Je vois cette transition est en train de s'opérer. Heureusement, elle ne s'opère pas d'une manière brutale. Justement, elle ne s'opère pas au détriment du produit national, plutôt en faveur, ce qui est encourageant, justement. Absolument, plus encourageant. Absolument, parce que les salons spécialisés, à l'instar de la production nationale, ne concernent pratiquement que les productions nationales. Et on a vu durant ces derniers salons, et même la dernière fois de la production nationale, un peu les nombres de producteurs algériens décuplés. Quantitativement et qualitativement. Surtout. Ça, ce sont certains, moi je fais toujours ces analyses et je reste toujours impressionné par un peu cette évolution un peu quantitative en nombre et qualitative. D'ailleurs, le salon, la foire de la production nationale est toujours couplé à un salon de la sous-traitance, organisé par la Bourse de la sous-traitance. C'est complémentaire et c'est toujours très, 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 très intéressant pour l'opérateur qui vient s'enquérir un peu ce qui se fait sur le marché algérien, qu'est-ce qu'il peut glaner comme technologie. Ça, c'est moi, je dis que c'est très, très... Nazim Sini, même question, produit, stratégie. La production nationale devient-elle l'unique alternative multisectorielle, bien entendu, pour une diversification économique devenue inéluctable en Algérie? Oui, totalement, Kherden. Et surtout, vous savez, nous avons vécu une pandémie mondiale qui a remis au centre des débats et des discussions la souveraineté industrielle. On parle de souveraineté alimentaire, on parle de souveraineté numérique, on parle de souveraineté énergétique, souveraineté financière, mais on oublie de parler de souveraineté industrielle. Aujourd'hui, ce qui est très important, justement, pour permettre à notre pays d'avoir une émancipation et ne plus être tributaire de fournisseurs internationaux, c'est de pouvoir avoir une production industrielle qui soit de qualité, avec un taux d'intégration qui soit le plus élevé possible. Et surtout, moi, ce que je remarque, c'est qu'il y a un véritable gap qui a été franchi par les industriels algériens, surtout la naissance d'ETI, vous savez, ces entreprises de taille intermédiaire qui ont des outils de production vraiment performants, qui vont à l'export. Ça aussi, c'est notable et c'est quelque chose qu'il faut souligner. Mais surtout, on voit qu'il y a une production qui se met aux standards internationaux, donc qui arrive à se normer, donc à avoir des normes ISO, etc. Et surtout, ce sont des produits où il y a une ingénierie. Parce que, vous savez, trop souvent, dans la construction de l'imaginaire de nos concitoyens, l'industriel, c'est une usine, un entrepôt, et ça s'arrête là, avec du stock. Mais aujourd'hui, ce qui est très important, c'est qu'on remarque que dans le processus industriel, nous avons des softwares, c'est-à-dire des logiciels qui viennent accompagner l'automatisation et la systématisation de la production, de la chaîne de production. Également de l'ingénierie industrielle avec du consulting, également du conseil. Donc, vous voyez, il y a toute une chaîne de valeur qui est en train de se mettre en place. Et en fait, on retrouve quelque part l'ADN de l'Algérie, celle qui était dans les années 70, dans les années 80, où on avait pratiquement 15 à 20% du PIB national qui était issu de l'industrie. Et donc, après, dans les années 90-2000, ça s'est perdu. Et aujourd'hui, on retrouve une certaine appétence pour le secteur industriel. Et c'est quelque chose qu'il faut encourager. Merci Nazim Sini. Monsaf Boudarba, avant de conclure. Bien, moi je vais être beaucoup plus rapide. L'industrie algérienne, d'abord je voudrais souligner ce soir qu'il y a des champions. Il y a des secteurs aujourd'hui qui sont totalement maîtrisés. Le fer, le ciment, l'électroménager,
l'agroalimentaire. Mention spéciale à l'agroalimentaire, Oui, monsieur, oui, qui a fait absolument. des pas de géant ces dernières années. Toute l'industrie de matériaux de construction, Oui. qui est complètement intégrée à 100% en Algérie. Il y a eu de la recherche et développement, il y a eu des examens sectoriels qui ont été faits, public, privé, aucune différence. Pour nous, je parle sous la casquette du patronat algérien, nous, on n'a aucun problème de collaborer avec le secteur public et inversement. Donc, les choses sont bien claires. Nous avons fait une normalisation sur le plan qualitatif et quantitatif. Il y a un surplus aujourd'hui industriel dans les secteurs que je viens de citer. N'oublions pas le secteur de la céramique, vous connaissez bien. Oui, matériaux de construction, oui, Exactement. céramique. Plus particulièrement. Céramique, fer, ciment. Nous étions des pays en crise sur ces secteurs. Nous avons totalement maîtrisé la production, une production de qualité aux normes internationales. Nous sommes très fiers de ce qui a été fait en Algérie. Ça s'est fait avec des avantages comparatifs importants. Oui. Il y a eu, Ils nous ont permis d'exporter. Oui, d'abord, il y a eu le niveau de la main-d'œuvre algérienne qui a été bien formée dans les années 60, 70 et 80. Aujourd'hui, elle est un peu moins bien formée, mais quand même, il y a des standards de formation qui sont maintenus. Il y a le prix de l'énergie qui est très compétitif en Algérie. L'un des meilleurs au monde, disons-le. Malheureusement, laissez-moi vous dire ce soir, nous avons un petit bémol. Nous considérons que l'augmentation du prix du gaz industriel, la consommation industrielle, va se répercuter sur tout ça. C'est dommage. On aurait voulu apporter notre proposition en tant que force de proposition patronale sur une véritable étude de diversification du prix du gaz pour permettre à nos industries de maintenir ce pan entier de compétitivité, surtout, comme vous venez de le dire, Monsieur Kherdine, qu'il y a un objectif très important qui a été fixé par le président de la République, c'est les exportations hors hydrocarbures. Avec un cap bien clair. Hors hydrocarbures. Alors nous considérons que la foire de la production nationale est, comme a dit si bien M. Mortar Chaboub, non seulement une vitrine de l'innovation, du niveau qualitatif et de la quantité qui est disponible sur le marché local, mais en même temps c'est une possibilité de créer des partenariats avec nos amis des groupes des IDE qui veulent bien nous accompagner pour aller prendre les parts de marché à l'international. Merci infiniment d'avoir été bref, Monsef Bouderba. Je sais que vous avez beaucoup à dire en ce qui concerne la production nationale. Merci à vous également, Monsieur Mortar Chaboub, je rappelle expert en industrie automobile. Merci à Nazim Sini, enseignant agrégé d'économie à l'Université Aix-Marseille 1. Mesdames et messieurs, merci de votre fidélité. Rendez-vous la semaine prochaine. Excellente soirée sur H24.